Le chlorothalonil, un nom indigeste de plus pour une substance présumée cancérogène et interdite en Europe. Ça n'empêche pourtant pas les fabricants de pesticides d'en vendre encore ailleurs. Et parmi ces multinationales, on compte une firme bâloise bien connue, Syngenta. On en parle dans Mon œil. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damian Vega et aujourd'hui on vous emmène dans les villages de Cipreses et Santa Rosa au Costa Rica. Depuis de nombreux mois, la population locale doit se faire approvisionner en eau potable par camion-citerne car les sources d'eau sont polluées par un dangereux pesticide. Le problème est persistant et pourrait concerner toute la région. Alors, le Costa Rica parviendra-t-il à se débarrasser du chlorothalonil ? J'en parle avec Laurent Gabrel, bonjour. Bonjour. Tu es spécialiste agriculture et alimentation chez Public Eye. Que ce soit les néonicotinoïdes, le propiconazole ou encore l'imidaclopride, tu es passé maître dans l'art de prononcer ces mots sans bafouiller. Dernière en date, le chlorothalonil, je bafouille moi-même. Au Costa Rica, donc, pays réputé le plus vert au monde, et pourtant, depuis près de 10 mois, des milliers de personnes doivent être approvisionnées en eau. Pourquoi ? Oui, ce qui est un peu moins connu, c'est que le Costa Rica, c'est l'un des pays au monde avec le niveau le plus élevé d'utilisation de pesticides par hectare. C'est un gros exportateur de fruits exotiques comme les ananas, les bananes, les melons et également de café. Et ce sont des cultures qui demandent une utilisation extrêmement intensive de pesticides. Du coup, on va parler d'un de ces pesticides, le chlorothalonil. C'est quoi cette substance ? C'est un fongicide qui a été introduit dans les années 70 en Europe, qui est produit notamment par Syngenta et qui a été retiré du marché il y a quelques années en Europe et en Suisse parce qu'il a été déclaré cancérogène présumé pour l'être humain et parce qu'il polluait les sources d'eau potable. Et c'est qui, du coup, les principaux fabricants de ce pesticide ? Au niveau mondial, Syngenta, c'est le numéro 1 sur le marché du chlorothalonil et au Costa Rica également. On a pu obtenir les données des douanes du Costa Rica qui montrent que Syngenta est à elle seule responsable d'à peu près un quart de tous les volumes de chlorothalonil importés dans le pays durant les 3 dernières années. Après, il y a une multitude d'autres entreprises qui vendent du chlorothalonil au Costa Rica et notamment une autre entreprise européenne, l'allemande BASF. Comment cette pollution sur place a été détectée d'abord ? Alors, le Costa Rica n'a pas les capacités, ni les moyens, ni les ressources pour analyser son eau de manière systématique et contrôler la présence de ce genre de polluants. Dans le cas précis, c'est les voisins, donc les habitants des villages de Santa Rosa et de Cipreses au Costa Rica qui ont alerté les autorités. Ils ont perçu des odeurs étranges qui sortaient de la source d'eau potable. Ils ont soupçonné une pollution aux pesticides et puis finalement cette pollution et ces soupçons ont été confirmés par des analyses de laboratoire d'une université du Costa Rica. On a trouvé dans les sources d'eau de ces villages des niveaux extrêmement élevés de chlorothalonil dans l'eau potable. On a trouvé des niveaux jusqu'à 200 fois supérieurs à la limite légale dans le pays. Et ici aussi en Suisse, c'est un problème aussi le chlorothalonil ? Alors, le chlorothalonil a aussi fait la une des journaux en Suisse et récemment en France parce que, effectivement, la pollution est généralisée aussi chez nous. Ce fongicide, c'était pendant très longtemps l'un des plus utilisés, notamment dans la culture de pommes de terre. Et ces métabolites qui sont issus de la dégradation du produit dans l'environnement sont connus pour polluer l'eau potable. Les métabolites du chlorothalonil, le problème, c'est qu'ils sont extrêmement persistants, donc ils vont rester pendant encore des années et des années dans les sources d'eau potable. Et puis, les coûts, donc les solutions techniques pour enlever ces polluants de l'eau potable sont extrêmement coûteux. On a calculé que la facture de l'eau potable pour les consommateurs pourrait presque doubler en Suisse et en France. La dépollution est quand même envisagée en Suisse. La dépollution est requise en fait en Suisse par la loi puisqu'il faut maintenir ces polluants au-dessous de la limite légale. Donc il y a diverses solutions qui sont envisagées, notamment l'installation de filtres à carbone pour retirer les métabolites du chlorothalonil de l'eau potable. Mais c'est une solution qui est extrêmement coûteuse, qui se chiffre en milliards de francs et qui est complètement hors de portée pour un pays comme le Costa Rica. Pour revenir un peu sur le terrain de l'enquête, je te propose d'écouter les nouvelles données par le journaliste costaricien Alvaro Murillo, qui a lui-même réalisé le reportage sur place pour Public Eye et Unearthed. Les conséquences de la contamination de l'eau pour la population du canton d'Oramuno, dans le nord de la province de Cartago, sont nombreuses. Tout d'abord, le problème sanitaire. On soupçonne que cela pourrait causer des maladies graves au sein de la population.
Deuxièmement, les problèmes au niveau du développement dans le canton. Les nouvelles constructions ont été même interrompues dans une partie de cette région à cause du manque d'eau potable, ce qui affecte l'économie et le développement de la population. Troisième conséquence, inévitable elle aussi, le conflit au sein du village. Il y a des conflits entre les activistes et les personnes proches de l'autorité locale responsables du système d'approvisionnement en eau. Ce climat d'hostilité affecte bien sûr la population. Ce témoignage date d'il y a quelques semaines. La situation est toujours aussi problématique sur le terrain ? Oui, pas d'évolution de la situation et pas de solution en vue surtout. Donc la population on continue d'amener à la population de l'eau potable par camion tous les jours, qui est un processus extrêmement coûteux. Pas de solution en vue parce que ces métabolites, on sait qu'ils vont persister dans l'eau potable pendant encore des années. Et puis au niveau des technologies disponibles pour les retirer de l'eau potable, ces technologies sont trop coûteuses pour un pays comme le Costa Rica. Donc c'est une situation qui malheureusement va encore perdurer longtemps. Les gens sur place vivent dans la peur parce qu'ils savent qu'ils ont été exposés sans doute pendant longtemps à ces substances dans l'eau potable sans même le savoir. Et puis voilà, il y a une grande incertitude et pas de solution en vue. Toujours en lien avec le terrain, je te propose qu'on s'arrête un peu sur l'aspect santé des impacts en écoutant le témoignage de José Miguel Quesada, agriculteur. Je suis atteint d'un cancer, le cancer de la langue. Ils disent que c'est à cause du soleil ou apparemment des produits chimiques. Tout ce que je sais, c'est que dans l'agriculture, on travaillait toujours avec ces produits chimiques. Parfois chaque jour de la semaine. Le seul dont je me souvienne s'appelait anthracol et daconil. Le chlorothalonil est classé cancérogène présumé. C'est quoi exactement ses impacts sur la santé humaine ? Écoute, il y a très peu d'études qui ont été réalisées sur les conséquences de l'exposition au chlorothalonil sur les êtres humains. Ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, la substance est classée cancérogène probable. Ça veut dire que les études réalisées en laboratoire, donc sur des animaux de laboratoire, ont montré que sur la durée, l'exposition à cette substance peut provoquer des cancers. Ensuite, ce que l'on sait aussi, c'est que les niveaux auxquels sont exposés la population au Costa Rica à ces substances dans l'eau potable sont très dangereux, 200 fois au-dessus de la limite. Donc, c'est des niveaux qui peuvent poser problème. Après, il y a très peu d'études sur les conséquences concrètes sur le terrain de cette exposition. Et puis, on en sait encore très peu aussi sur les risques posés par les métabolites du chlorothalonil. Parce qu'il faut bien comprendre que les gens, dans leur eau potable, sont exposés non pas à la substance, le chlorothalonil lui-même, mais à ces métabolites qui sont donc les produits issus de sa dégradation dans l'environnement. Très peu d'informations là-dessus. Les fabricants ne sont pas tenus de présenter régulièrement des études sur leur toxicité. Mais lorsque la substance est considérée cancérogène, comme c'est le cas pour chlorothalonil, on considère que tous les métabolites sont à risque et donc problématiques dans l'eau potable. Et qu'en pensent les autorités costariciennes de ces études ? Alors sur place, c'est assez compliqué. On a d'un côté le ministère de l'Agriculture qui est responsable des autorisations de pesticides dans le pays, qui est très dominé par une vision, par les intérêts de l'agro-industrie et les besoins de l'agro-industrie. Et puis on a de l'autre côté les ministères de l'Environnement et de la Santé, qui eux viennent de sortir un rapport conjoint qui met le doigt sur les risques liés à cette exposition, qui se préoccupent donc de l'exposition de la population à ces substances dans leur eau potable et qui craignent par ailleurs que la pollution soit généralisée dans toute cette région. Il faut savoir que les villages de Cipreses et Santa Rosa sont situés dans une zone agricole au centre du pays dans laquelle est produit plus de 80% des légumes consommés dans le pays. C'est une zone où les sources d'eau sont très vulnérables et puis où les paysans utilisent depuis de nombreuses années d'énormes quantités de chlorothalonil. Donc les autorités craignent en fait que cette pollution qui a été détectée dans 2 villages soit en fait étendue à toute cette région où vivent presque 70 000 personnes. Est-ce que tu penses quand même qu'on peut espérer une interdiction du chlorothalonil au niveau du pays ? Alors c'est ce que demande en tout cas justement dans un récent rapport le ministère de la Santé et de l'Environnement qui, au vu de la situation, des risques pour les populations et du risque que cette pollution soit en fait généralisée, mais aussi de l'absence de moyens en fait pour contrôler les risques du chlorothalonil dans le pays, il demande l'interdiction
du chlorothalonil dans le pays. Maintenant, au final, cette décision revient au ministère de l'Agriculture qui, lui, prend beaucoup plus en compte les intérêts de l'agrobusiness en général. C'est clair que les exportations de produits agricoles, de denrées agricoles depuis le Costa Rica, ça représente d'énormes intérêts en jeu. Et puis, le ministère de l'Agriculture, c'est lui qui défend ses intérêts. Pour vous donner une idée de la pénétration du lobby de l'agrobusiness au sein du gouvernement costaricain et en particulier sur le ministère de l'Agriculture, il y a quelques années, s'est tenue à Genève une réunion de la Convention de Rotterdam qui régule justement le commerce des produits chimiques dangereux. Et puis, le gouvernement costaricain, donc le ministère de l'Agriculture, avait envoyé comme représentant le directeur de la Chambre nationale de l'industrie agricole, qui est donc allé représenter la position officielle du Costa Rica à la Convention de Rotterdam. Donc, on a une pénétration des lobbies de l'agro-industrie et des producteurs agricoles extrêmement forte au sein du ministère de l'Agriculture qui a finalement le dernier mot en matière d'interdiction de pesticides. Eh bien, ça tombe bien que tu parles de l'influence de l'industrie des pesticides parce que nous, on a posé la question à Alvaro Murillo sur l'influence locale de cette industrie. Je te propose d'écouter sa réponse. C'est difficile de prouver la forte influence des sociétés agrochimiques ou de pesticides au Costa Rica, mais il y a des signaux très clairs. Par exemple, comme on l'a montré dans notre enquête, un représentant de l'industrie était présent lors de la collecte d'échantillons d'eau organisée par l'autorité locale pour essayer de montrer qu'elle n'est pas contaminée. Il y a aussi d'autres signaux, comme les énormes difficultés à réguler le secteur. Selon de nombreuses organisations environnementales, ces difficultés sont dues à l'influence de l'industrie sur les forces politiques ou le gouvernement chargé de prendre ces mesures. Donc tu me disais avant que le milieu de l'agrobusiness et des politiques était assez imbriqué au niveau national. Au niveau local, c'est aussi le cas ? Ah, ça se voit aussi complètement. Tout le monde vit de l'agriculture dans cette région. Tout le monde a des intérêts en jeu. Dans le cas précis, effectivement, le président du comité qui s'occupe de l'approvisionnement en eau du village de Cipreses, lui-même, il a des intérêts dans l'agro-industrie, il est agriculteur et il a pris le parti de nier en fait cette pollution. Et puis l'anecdote qui est racontée, c'est qu'effectivement un jour, il décide de faire une deuxième série de tests pour en fait prouver que l'eau n'est pas polluée. Pour la petite histoire, il engage un laboratoire qui n'a même pas la capacité technique de détecter les métabolites dans l'eau potable. Et le jour où ils réalisent ces tests d'eau potable, ils font un événement sur Facebook et ils invitent les représentants locaux de l'agrobusiness, donc les vendeurs, les fabricants, les représentants des fabricants de pesticides. Il y a sur place Freddy Solis, par exemple, qui est quelqu'un qui possède, qui a une entreprise qui vend des pesticides au Costa Rica et qui vend lui-même du chlorothalonil. Et puis, ils mettent en scène en fait une deuxième série de tests au niveau local. Donc oui, ce problème de conflit d'intérêts, on le voit tout à fait aussi au niveau local et de la région de Cartago. Je voudrais aussi qu'on parle de ton rôle au sein de cette enquête. Tu as notamment analysé les données d'exportation du chlorothalonil depuis l'Union européenne, depuis le sol européen. Cette substance est donc toujours fabriquée en Europe, puis exportée vers des pays tiers, malgré son interdiction dans l'agriculture européenne en 2019. Ça paraît un peu hypocrite, non ? Oui, c'est un peu le paradoxe, on ferme les yeux là-dessus en fait. En Europe, en Suisse, on a l'une des lois les plus strictes au monde. On a retiré énormément de pesticides dangereux du marché pendant ces dernières années, dont le chlorothalonil, mais on continue à permettre à nos fabricants de produire ces substances sur le sol européen pour les exporter vers des pays moins regardants comme le Costa Rica. Il y en a beaucoup qui partent depuis la Suisse. Alors, depuis la Suisse, c'est très compliqué à dire parce qu'en Suisse, le chlorothalonil n'est toujours pas inscrit à la législation sur les pesticides dangereux, sur les exportations de pesticides dangereux. On l'a bien retiré du marché, mais par contre, les fabricants restent libres de le produire en Suisse et de l'exporter sans même avoir à informer le gouvernement suisse. Donc, on n'a aucune donnée. On a des éléments qui nous laissent penser que oui, la Suisse exporte du chlorothalonil, mais c'est très difficile d'en connaître l'ampleur exacte. On a vu qu'au niveau européen, oui, plusieurs pays européens, plusieurs centaines de tonnes sont exportées depuis l'Union européenne chaque année, depuis différents pays, notamment la Belgique, l'Italie ou la France. Mais au niveau suisse, c'est encore impossible de le dire parce que on a ce trou dans la législation. Parce qu'en Suisse, on est plutôt habitué à suivre les réglementations européennes, non, en la matière. On est juste en retard ?
Alors en Suisse, effectivement, on reprend les décisions qui sont prises au niveau européen sur les interdictions de pesticides. Donc le chlorothalonil a été sorti du marché en Suisse droit derrière l'interdiction édictée dans l'Union européenne. Par contre, pour ce qui est de la législation sur les exportations de produits chimiques dangereux, on est en retard, on est à la traîne. Au niveau de l'Union européenne, chaque année, la liste des pesticides qui sont soumis à ces règles, elle est actualisée. On inscrit dans la législation tous les produits qui ont été interdits l'année précédente. En Suisse, on fait ça tous les 4 ou 5 ans seulement. Et là, pour vous dire, ça fait la dernière grosse actualisation de la liste, elle date de 2017. En parallèle, au niveau européen, chaque année, on ajoute à peu près 35 substances dangereuses à cette législation internationale. Donc, on a pris beaucoup de retard. Et une substance comme le chlorothalonil ou les néonicotinoïdes dont on parlait la dernière fois ne sont toujours pas soumis à la législation suisse sur les exportations de produits chimiques dangereux. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les fabricants peuvent faire ce qu'ils veulent, continuer à produire ces substances en Suisse et les exporter ailleurs sans aucun contrôle des autorités. Donc votre rapport a été publié en juin 2023, on tourne en septembre. Est-ce qu'il y a eu des réactions politiques ? Écoute, je pense que cette enquête, c'est un nouvel exemple de cette pratique d'un autre âge, en fait, qui est d'interdire des substances trop dangereuses sur notre sol, mais de fermer les yeux quand elles sont vendues ou exportées ailleurs. Et puis, de manière générale, je crois que cette pratique, elle est plus acceptée. On l'a vu, ça bouge pas mal au niveau européen, avec la Commission européenne qui s'est engagée à en fait, présenter une proposition d'ici à la fin de l'année. Et puis cette enquête, elle maintient la pression. En fait, elle montre que les problèmes concrets auxquels sont confrontés des pays qui importent ces substances depuis l'Union européenne. Dans des pays exportateurs européens, ça bouge aussi beaucoup. Par exemple, en Belgique, qui est le principal exportateur de chlorothalonil et puis qui a exporté vers le Costa Rica, eh bien, la ministre de l'Environnement vient d'adopter un arrêté royal qui maintenant met fin à cette pratique. Donc depuis la Belgique, à partir de la fin de l'année, il ne sera plus possible d'exporter des pesticides interdits. Donc oui, je dirais que ces enquêtes, et cette enquête en particulier, fait beaucoup de bruit, maintient la pression sur les politiques pour mettre fin en fait, à cette pratique. En gros, ça bouge, mais ce n'est pas suffisant. Alors ça bouge, mais ça bouge lentement. Les solutions nationales, elles sont par définition limitées dans leur portée, puisqu'il est assez facile pour les fabricants d'exporter depuis ailleurs, même rien que des pays voisins en Europe. Et puis la solution européenne qui pourrait en fait résoudre au final la situation, elle se fait attendre puisque voilà, sous la pression aussi, les grosses pressions exercées par l'industrie, le processus a pris du retard. Et est-ce qu'une partie de la solution pourrait venir des industries elles-mêmes, comme Syngenta ? Elle pourrait. Ces entreprises pourraient bien sûr retirer leurs pesticides dangereux du marché. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ils adoptent plutôt une position extrêmement défensive qui est de nier en fait la dangerosité de leurs produits et puis de tenter de vendre jusqu'au bout, partout où c'est possible. Donc non, la solution, elle est politique, elle est sans doute européenne, mettre fin à ces exportations d'abord au niveau européen. Et puis, il y a aussi cette proposition de directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de droits humains et d'environnement qui est sur la table au niveau européen et qui aura aussi un impact énorme pour autant que les pesticides soient inclus dans le champ et dans la portée de cette nouvelle directive. Mais en gros, elle obligera les fabricants de pesticides à enfin prendre au sérieux les risques liés à l'utilisation de leurs produits dans des pays comme le Costa Rica. Donc on peut se réjouir, l'Union européenne avance un peu de son côté avec la notion de devoir de diligence, mais la Suisse est toujours à la traîne ? Alors écoute, d'abord, cette nouvelle loi européenne, une fois qu'elle sera adoptée, elle concernera aussi les entreprises suisses comme Syngenta qui réalisent une grande part de leur chiffre d'affaires dans l'Union européenne. Donc lorsque cette obligation pour les entreprises de respecter les droits humains et l'environnement à l'étranger sera ancrée dans le droit européen, elle s'appliquera aussi à Syngenta. Ensuite, en Suisse, malheureusement, il y a quelques années, on a effectivement raté le coche avec cette défaite lors de la votation sur l'initiative multinationale responsable. Mais on espère qu'une fois que l'Union européenne aura avancé de son côté, cette discussion va reprendre en vue d'une mise en œuvre en Suisse également. Et bien sûr, à ce moment-là, on ne manquera pas de te réinviter. Merci beaucoup d'être venu et de nous avoir parlé de cette enquête passionnante. Avec plaisir. Et merci à vous pour votre écoute. Comme d'habitude, l'intégralité de l'enquête est disponible en description de cet épisode. Si le sujet des pesticides vous intéresse particulièrement, on a également tourné un autre épisode sur le sujet avec Laurent Gabrel, en description également. C'était Mon œil, le podcast engagé de Public Eye qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne le regard. À bientôt. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.